Cette nuit, tu marches dans une ville qui va bientôt s'arrêter de vivre. Mais elle ne le sait pas. Et toi non plus, tu vas faire comme si tu ne le savais pas. Car cette nuit, tu n'es pas un visiteur venu du futur, un touriste qui sait déjà comment l'histoire se termine. Cette nuit, tu es quelqu'un de cette ville. Tu en connais les rues, les odeurs, les visages. Tu vas y passer une journée et un soir comme des milliers d'autres avant eux, une journée toute simple, faite de courses au marché, de bains tièdes, de pain partagé et de bavardage sur le pas des portes. Une journée ordinaire dans une cité du bord de mer, sous un ciel bleu de fin d'été. Et c'est justement parce qu'elle sera ordinaire qu'elle sera, plus tard, si bouleversante. Nous sommes en Italie, sur la côte ouest, dans une région que les Romains appellent la Campanie. C'est une terre douce et généreuse, baignée de lumière, où la mer vient lécher des plages de sable sombre, où les collines se couvrent de vignes et d'oliviers, où la terre, d'un noir riche, donne 2 ou 3 récoltes par an. Les Romains aiment cette région plus que toute autre. Les plus riches d'entre eux y possèdent des villas avec vue sur le golfe, et viennent s'y reposer loin de l'agitation de Rome. Ici, on respire, on mange bien, on prend son temps. C'est un coin de paradis. La ville où tu te trouves s'appelle Pompéi. Ce n'est pas une très grande cité, quelques milliers d'habitants, peut-être 10 000, peut-être un peu plus. Mais c'est une ville prospère, animée, vivante du matin au soir. Une ville de commerçants, d'artisans, de marins, de paysans qui viennent vendre leurs récoltes, de notables qui aiment se faire construire de belles demeures. Une ville où l'on travaille, où l'on rit, où l'on s'aime et où l'on se dispute, comme dans toutes les villes du monde, à toutes les époques. Et nous sommes à la fin de l'été, ou peut-être tout au début de l'automne, de l'an 79 de notre ère. Une belle saison. La chaleur lourde de l'été commence à se faire moins écrasante. Les vendanges approchent, ou viennent juste de commencer. L'air sent encore le raisin mûr et la terre chaude. Laisse la ville se dessiner autour de toi. C'est le matin. Le soleil vient de se lever sur le golfe, et ses premiers rayons glissent par-dessus les toits de tuiles rouges, dorant les murs de pierre et de briques. Tu es debout dans une ruelle étroite, encore dans l'ombre fraîche, et tu sens monter peu à peu la rumeur de la ville qui s'éveille. Le grincement d'un volet de bois qu'on pousse. Le raclement d'une porte qu'on ouvre. Le bruit clair d'un seau qu'on pose au bord d'une fontaine. Quelque part, un coq chante. Plus loin, un chien aboie. Et déjà, montant des fours, l'odeur la plus rassurante du monde commence à se répandre dans les rues, l'odeur du pain qui cuit. Pompéi se réveillait. Avance dans la ruelle. Sous tes pieds, le sol est fait de grandes dalles de pierre grise, irrégulières, polies par des générations de pas. Et au milieu de la chaussée, tu remarques 2 sillons parallèles, 2 profondes ornières creusées dans la pierre elle-même. Ce sont les traces des roues des chariots, qui passent ici depuis si longtemps, sous de lourdes charges, qu'ils ont fini par user le roc et y graver leur chemin. Quand il pleut, ces ornières se remplissent d'eau et deviennent de petits ruisseaux. C'est pourquoi, de place en place, de grandes pierres plates traversent la rue d'un trottoir à l'autre, espacées juste comme il faut pour qu'un piéton les enjambe sans se mouiller les pieds, tandis que les roues des chars passent dans les intervalles. Tout, ici, a été pensé, arrangé, organisé. C'est une ville romaine, et les Romains sont les maîtres incontestés de l'art de bâtir des villes. Tu lèves les yeux vers les murs qui bordent la ruelle. Ils sont enduits de plâtre clair, peints parfois de rouge, parfois d'ocre. Et sur ce plâtre, partout, des gens ont écrit. Pompéi est une ville bavarde, une ville qui parle sur ses murs. Il y a des affiches électorales, peintes en grandes lettres rouges, qui réclament ton vote pour tel ou tel candidat aux fonctions de la cité, un tel ferait un bon édile, un autre mérite ta confiance. Il y a des annonces de spectacles à venir dans l'amphithéâtre, des combats de gladiateurs promis pour bientôt. Il y a des messages de commerçants qui vantent leurs boutiques. Et puis il y a tout le reste, gravé ou griffonné à la hâte, des déclarations d'amour, des moqueries, des plaisanteries, des contes, des noms d'amoureux entrelacés, parfois une simple phrase qui dit qu'un tel est passé par ici. Des milliers de petites voix, des mots jetés sur la pierre par des gens ordinaires, qui n'imaginaient pas un seul instant que quelqu'un les lirait encore, presque 2000 ans plus tard. Songe à cela un moment. Ces graffitis, tracés à la hâte par des mains anonymes, sont l'une des choses les plus émouvantes que cette ville nous ait léguées. Car d'ordinaire,
L'histoire ne nous parle que des puissants, des empereurs, des généraux, des grandes batailles. Les gens ordinaires, eux, ne laissent presque aucune trace. Ils vivent, ils meurent, et le temps les efface sans bruit. Mais à Pompéi, par un hasard extraordinaire, ce sont justement ces voix-là qui nous sont parvenues. La voix d'un amoureux. La voix d'un farceur. La voix d'un enfant qui apprenait l'alphabet et l'a gravé d'une main malhabile sur un mur. Toute une humanité ordinaire, suspendue dans le plâtre, qui nous parle encore. Mais reprenons notre marche, car la ville s'anime, et il y a tant à voir. Tu déboules dans une rue plus large, plus passante, et la vie te saute au visage. Des gens vont et viennent, drapés dans des tuniques claires. Un homme pousse une charrette à bras chargés de légumes. Une femme, un panier sur la hanche, marchande le prix de quelques figues. Deux enfants courent en riant entre les jambes des passants. Un porteur d'eau, deux jarres en équilibre sur les épaules, avance d'un pas régulier vers une maison. Et de chaque côté de la rue s'ouvrent les boutiques, dont les larges devantures donnent de plein pied sur la chaussée, fermées la nuit par des panneaux de bois qu'on a déjà retirés ce matin. Approche-toi de l'une d'elles. C'est un comptoir de pierre, en forme de L, qui donne sur la rue. Dans l'épaisseur du comptoir sont encastrées de grandes jarres de terre cuite, dont seul le colle à fleurs. C'est un thermopolium, l'ancêtre, si tu veux, du restaurant rapide. Ici, on ne cuisine pas chez soi quand on est un habitant modeste. Les logements n'ont souvent pas de cuisine, et on vient manger sur le pouce dans ces comptoirs de rue. Dans les jarres encastrées, on garde au chaud des plats préparés, des soupes de légumes secs, des ragoûts, des fèves, parfois du vin chaud épicé qu'on sert dans des gobelets de terre. Tu sens, en passant, l'arôme tiède des plats mijotés, mêlé à l'odeur du vin et des épices. Le patron, derrière son comptoir, elle les passants, échange une plaisanterie, sert un client pressé. Au mur, derrière lui, une fresque colorée montre les divinités qui protègent le commerce et la maison. La vie de la rue palpite ici, autour de ce comptoir, comme elle palpite autour de 1000 autres dans la ville. Un peu plus loin, une autre odeur, plus puissante encore, t'attire, celle du pain. Tu pousses la porte d'une boulangerie. À l'intérieur, il fait chaud, et l'air est blanc de farine. Au centre de la pièce trônent de grandes meules de pierre volcanique, en forme de sablier, qu'on fait tourner pour moudre le grain, parfois à la force des bras, parfois grâce à un âne attelé qui tourne en rond toute la journée. À côté, le four, vaste, en forme de dôme, dont la bouche rougeoie. Et là, sur une table, refroidissent des dizaines de pains ronds, dorés, marqués de profondes entailles qui les divisent en parts, comme une roue à plusieurs rayons. C'est ainsi qu'on fait le pain ici, en miches rondes prédécoupées, qu'on rompra à la main. Le boulanger, les bras blancs jusqu'au coude, enfourne, défourne, range, dans la chaleur et la poussière de farine, comme tous les matins de sa vie. Il ne sait pas, comment le saurait-il? Que certaines de ces miches, oubliées dans la cendre, traverseront les siècles. On en retrouvera, beaucoup plus tard, carbonisées mais entières, jusqu'à la marque du boulanger imprimée dessus. Du pain de presque 2000 ans, cuit le matin d'un jour comme les autres. Sors de la boulangerie, et laisse la rue te porter jusqu'au marché, où le matin bat son plein. Ici, l'air est saturé d'odeurs et de cris. Sous les arcades et sur des étals de bois, les marchands déballent les richesses de la terre et de la mer. Des pyramides de figues, de raisins, de grenades. Des paniers d'olives noires et vertes. Des fromages, des œufs, des herbes en bottes parfumées. Des poissons argentés, pêchés à l'aube, qui luisent sur des lits de feuillage humide. Et partout, les voix. Le marchand qui vante sa marchandise, la cliente qui marchande, le rire, la dispute pour quelques pièces, le brouhaha joyeux de 100 conversations qui se mêlent. Tu te faufiles entre les étals, frôlé par les paniers, bousculé par la foule affairée, baigné dans cette rumeur du commerce qui est la même, au fond, dans tous les marchés du monde et de tous les temps. Et il y a, flottant par-dessus tout, une odeur forte, piquante, que tu ne reconnais pas, mais qui est celle de Pompéi entre toutes. C'est l'odeur du garum. Le garum est la grande passion culinaire des Romains, une sauce faite de poissons fermentés au soleil pendant des semaines avec du sel, qu'on verse un peu partout, sur presque tous les plats, comme nous le ferions d'une sauce relevée. Son goût est si apprécié que les cuisiniers en glissent jusque dans certains desserts, et que les jarres de garum voyagent par bateau jusqu'aux confins de l'Empire.
Pompéi en produit, et en exporte dans tout l'Empire, c'est l'une des fiertés et l'une des richesses de la ville. Dans de grandes jarres, le précieux liquide ambré attend d'être vendu, et son fumet puissant se mêle à celui des fruits mûrs, du poisson frais, et des épices venues de l'autre bout du monde connu. Respire tout cela. C'est l'odeur d'une ville vivante, prospère, gourmande, au matin d'un beau jour. Quitte enfin le marché, et laisse-toi porter par le flot de la rue vers le cœur de la cité. Car toutes les rues, ici, mènent au même endroit, le forum. La grande place. Le centre de tout. Tu débouches sur un vaste espace rectangulaire, ouvert sur le ciel, entouré de portiques à colonnes. C'est le forum de Pompéi, le poumon de la ville. Ici se concentre tout ce qui compte. Au fond, dominant la place, se dresse le grand temple dédié à la triade des divinités protectrices de Rome, sur son haut socle, avec son escalier et ses colonnes. Sur les côtés s'alignent d'autres bâtiments. Le marché couvert, les halles, les édifices où l'on rend la justice, où l'on traite les affaires de la cité, où les changeurs pèsent les pièces et concluent les marchés. Des statues de bronze et de marbre se dressent un peu partout, dressées à la gloire des notables et des empereurs. Et au milieu de tout cela, une foule. Des marchands, des magistrats, des oisifs, des badauds, des gens qui discutent par petits groupes, qui concluent une affaire, qui écoutent une nouvelle, qui prennent le frais sous les portiques. Reste un instant immobile au milieu du forum, et regarde autour de toi. Tu vois la richesse de cette ville, son orgueil, sa confiance en elle-même. Tu vois des marbres, des colonnes, des statues, des inscriptions gravées dans la pierre pour l'éternité. Tu vois une cité qui se pense solide, durable, faite pour traverser les siècles. Et au-delà des toits, au nord, fermant l'horizon, tu vois la montagne. La montagne. Lève les yeux vers elle. C'est une belle montagne, large, paisible, aux pentes douces qui montent vers un sommet arrondi. Ses flancs sont couverts, jusqu'au sommet, de vignes et de bois. C'est l'une des meilleures terres à vin de toute la région. Le sol y est d'une fertilité prodigieuse, noire, riche, et la vigne y prospère comme nulle part ailleurs. Des fermes et des villas s'accrochent à ces pentes, au milieu des cultures. Les gens d'ici l'aiment, cette montagne. Elle leur donne un vin réputé. Elle veille sur la baie. Elle fait partie du paysage depuis toujours, aussi familière que la mer ou le ciel. Cette montagne, c'est le Vésuve. Et personne, ici, absolument personne, ne la prend pour un volcan. Le mot lui-même n'a guère de sens pour eux. La montagne n'a pas craché de feu depuis des temps si anciens que toute mémoire en est perdue. Aucun habitant de Pompéi, aucun de ses parents, aucun de ses grands-parents, n'a jamais vu le Vésuve faire autre chose que porter des vignes et des forêts. Pour eux, c'est une montagne, simplement, une montagne comme les autres. Bénéfique, même, avec ses terres si fécondes. L'idée que ce sommet paisible puisse abriter, sous ses pentes verdoyantes, une force capable de rayer leur ville de la surface du monde, cette idée ne traverse l'esprit de personne. Elle leur paraîtrait absurde. Et pourtant, la terre, ici, donne des signes. Des signes que personne ne sait lire. Car la région tremble. Elle tremble depuis longtemps. Les petites secousses sont si fréquentes, dans cette partie de l'Italie, qu'on n'y prête presque plus attention. Un verre qui teinte sur une étagère. Une porte qui bat sans raison. Le sol qui frémit un instant sous les pieds, le temps d'un battement de cœur, puis qui s'immobilise. Cela arrive sans cesse, et les habitants haussent les épaules. La terre bouge un peu, ici, c'est ainsi. On s'y est habitué. On n'y voit aucune menace. Il faut dire qu'ils ont déjà connu pire, et qu'ils s'en sont relevés. 17 ans plus tôt, un grand tremblement de terre a frappé la région. Un séisme violent, qui a fait s'effondrer des maisons, des temples, des bâtiments publics, ici à Pompéi comme dans les villes voisines. Beaucoup de dégâts, beaucoup de ruines. Mais on a reconstruit. Avec patience, année après année, on a relevé les murs, réparé les temples, rebâti les demeures. Et aujourd'hui encore, en cette belle fin d'été, la ville porte les traces de ce chantier qui dure. Ici un mur en réfection, là un temple encore entouré d'échafaudages, là une maison aux couleurs toutes neuves. Pompei s'est reconstruite, se renove et s'embellit. Pour ses habitants, ce grand séisme d'autrefois est une épreuve passée, surmontée. Une mauvaise année,
loin derrière eux. Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas savoir, que ce tremblement de terre est un avertissement. Un premier coup frappé à la porte par la force qui dort sous la montagne. Ils ont entendu le coup. Ils ne l'ont pas compris. Et il y a d'autres signes, ces derniers temps, que nul ne sait interpréter non plus. On raconte, dans certaines fermes des environs, que des sources se sont taries, que des puits ont baissé. L'eau, ce mystère, qui semble se retirer de la terre sans raison. Les bergers disent que les bêtes sont nerveuses sur les hauteurs. De petites secousses, encore, plus rapprochées peut-être que d'habitude. Mais rien de tout cela n'inquiète vraiment. Comment cela les inquiéterait-il? Ils n'ont aucun moyen de relier ces petits faits épars, un puits sec, une bête nerveuse, un tremblement de pluie, à une cause commune cachée sous leurs pieds. Cette science-là n'existe pas encore. Elle ne naîtra que bien des siècles plus tard. Eux vivent dans l'ignorance la plus totale et la plus innocente de ce qui se prépare. Et c'est tant mieux pour eux, au fond. Ils profitent de leur belle journée, le cœur léger, sous le soleil de Campanie. Alors profitons-en avec eux. Quittons le forum et ses statues, et allons vers un lieu de plaisir et de repos, les thermes. Les bains publics sont, pour les Romains, bien plus qu'un endroit où se laver. C'est un lieu de vie sociale, où l'on se retrouve chaque jour, où l'on discute, où l'on traite des affaires, où l'on se détend. Riches et moins riches s'y croisent. Tu pousses la porte, et tu pénètres dans un autre monde, tiède et bruissant d'écho. Tu traverses d'abord un vestiaire, où l'on dépose ses vêtements dans des niches creusées dans le mur. Puis tu passes dans une première salle, tiède, où la chaleur douce prépare le corps. De là, une porte mène à la salle chaude. Et là, l'air devient épais, brûlant, chargé de vapeur. Le sol lui-même est chaud sous tes pieds. Car les Romains ont inventé un système de chauffage prodigieux. Sous le dallage, et dans l'épaisseur des murs, circule l'air chaud d'un grand foyer, qui réchauffe le sol et les parois par en dessous. On appelle cela un hypocauste. Le dallage repose sur des centaines de petites colonnes de briques, ménageant un vide où l'air brûlant se faufile. Ainsi, dans la salle chaude, on transpire comme dans une étuve, et un grand bassin d'eau chaude attend ceux qui veulent s'y plonger. Imagine la scène. Lava per cui monte. Les voix qui résonnent contre les voûtes décorées de stuc. Les cordes étendues dans l'eau fumante. Quelqu'un qui se fait masser d'huile parfumée. Le bruit de l'eau qu'on verse. Le rire de deux amis qui se retrouvent. Et sur les murs, des fresques aux couleurs vives, des plafonds ornés de motifs en relief, qui font de ce lieu de toilette un véritable palais du bien-être. Après la salle chaude, on passera dans la salle froide, pour un dernier plongeon vivifiant dans une eau fraîche, qui resserre la peau et réveille le corps. Puis on se rhabillera, délassé, prêt à reprendre le cours de la journée. Les Romains de Pompéi vivent bien. Ils ont l'eau courante, amenée par un aqueduc jusqu'à un grand château d'eau, d'où elle se distribue dans toute la ville par un réseau de canalisation de plomb. Vers les fontaines publiques où chacun vient puiser, vers les thermes, et même, pour les plus fortunés, jusque dans leur maison. Ils ont des bains chauds, des comptoirs de nourriture, des spectacles, un théâtre, un amphithéâtre. Ils ont un confort que, longtemps après eux, bien des peuples ne connaîtront plus. Cette journée que tu traverses avec eux, à sa manière, une journée de civilisation accomplie, raffinée, heureuse. Sortons des thermes, le corps tiède et léger, et flânons encore dans les rues, car il y a un endroit que tu dois voir, une de ces belles maisons dont Pompéi a le secret. Toutes les maisons, ici, ne se ressemblent pas. Il y a les petits logements modestes, au-dessus ou derrière les boutiques. Et il y a les demeures des familles aisées, qui cachent, derrière une façade sobre donnant sur la rue, des merveilles de fraîcheur et de beauté. Pousse la porte de l'une d'elles. Tu passes un couloir d'entrée, et tu débouches dans une grande pièce centrale, haute, lumineuse. C'est l'atrium, le cœur de la maison romaine. Au plafond de l'atrium, une large ouverture rectangulaire laisse entrer la lumière du ciel, et la pluie, quand il pleut sur la ville. Sous cette ouverture, dans le sol, un bassin peu profond recueille l'eau de pluie, c'est l'impluvium. L'eau du ciel tombe ainsi, par beau temps invisible, au centre même de la maison, et vient miroiter dans ce petit bassin, d'où elle est conduite vers une citerne souterraine. C'est à la fois ingénieux et d'une grande beauté. La lumière qui descend de l'ouverture, l'eau qui dort dans le bassin, le silence frais de cette pièce à l'écart du tumulte de la rue, tout invite au calme.
Mais avance encore, vers le fond de la maison. Car derrière l'atrium s'ouvre souvent un jardin entouré de colonnes, à ciel ouvert lui aussi, le péristyle. Et là, c'est un enchantement. Au milieu des colonnes, un jardin verdoyant, planté de buis taillés, de rosiers, de plantes grimpantes, de petits arbres fruitiers. Une fontaine murmure. Des oiseaux chantent dans les feuillages. Des statues de marbre se dressent parmi les fleurs. Et tout autour, les murs sont couverts de fresques d'une finesse extraordinaire. Des paysages en trompe-l'œil qui semblent prolonger le jardin à l'infini, des scènes peuplées de divinités et de héros, des oiseaux, des fruits, des guirlandes de fleurs, peints avec une vivacité de couleurs qui te coupe le souffle. Du rouge profond, du bleu, du jaune d'or, du vert. Au sol, des mosaïques composées de milliers de minuscules pierres colorées dessinent des motifs, des animaux, parfois une scène entière, avec une patience et une habileté infinies. Reste un moment dans ce jardin, à l'ombre des colonnes, près de la fontaine qui chante. Respire le parfum des fleurs et de la terre arrosée. Écoute le bruit de l'eau, le frémissement des feuilles, le chant lointain de la ville par-dessus les murs. Ici, le temps semble suspendu. Cette beauté, ces couleurs, ce jardin secret au cœur de la pierre, tout cela a été fait pour le plaisir des yeux et le repos de l'âme, par des gens qui aimaient la vie et le beau. Et tout cela, sans qu'ils le sachent, est sur le point d'être enseveli, et, par là même, sauvé. Car ces fresques, ces mosaïques, ces couleurs que tu admires, c'est justement ce qui nous reviendra, presque intact, par-delà les siècles. Le malheur qui vient va tout figer. Et ce qui aurait dû s'effacer, se ternir, disparaître comme tout le reste, va se trouver scellé, protégé, gardé pour nous. Mais nous n'en sommes pas là. Le jour est encore haut, et la ville vit. Reprends ta marche. Pousse jusqu'à l'extrémité de la cité, là où se dresse le grand amphithéâtre. C'est l'un des plus anciens du monde romain, une vaste arène ovale, creusée dans le sol et entourée de gradins de pierre qui peuvent accueillir presque toute la population de la ville. Aujourd'hui, il est vide et silencieux, baigné de soleil, mais tu peux deviner ce qu'il devient les jours de spectacle. Une marée de gens, une rumeur immense, des cris, des paris, l'excitation de la foule venue assister au combat de gladiateurs. Ces jeux sont la grande passion populaire. On en parle des semaines à l'avance, on s'y rend en famille, on acclame ses champions. Les murs de la ville en gardent la trace, dans tous ces graffitis qui célèbrent tel ou tel combattant, qui notent ses victoires, qui disent l'amour des spectatrices pour tel gladiateur fameux. Une vie de passion, de plaisir, d'émotions partagées. Tout près de l'amphithéâtre s'étend une grande palestre, une cour entourée de portiques, plantée de plusieurs rangées de grands arbres, avec en son centre un bassin pour la baignade. C'est là qu'on vient faire de l'exercice, courir, lutter, ou simplement se promener à l'ombre des platanes. Des jeunes gens s'y entraînent. D'autres devisent, assis sous les arbres. La lumière de l'après-midi filtre à travers les feuilles et danse sur le sol. Tout est paisible, ordinaire, heureux. Mais peu à peu, l'après-midi décline. Le soleil descend vers la mer, à l'ouest. Et la lumière, en s'inclinant, devient plus douce, plus dorée, plus tendre. C'est l'heure que les Romains aiment tant, l'heure où l'on quitte les affaires, où l'on rentre chez soi, où l'on se prépare au repas du soir. Laisse la ville glisser vers le soir avec toi. Reviens vers le centre, par les rues qui s'emplissent peu à peu d'une lumière de miel. Les ombres s'allongent. Les façades, tout à l'heure éclatante de soleil, se teintent d'or et de rose. Sur les seuils, des gens s'assoient pour profiter de la fraîcheur naissante. Une femme rappelle ses enfants pour le repas. Un homme rentre du marché, son panier vide à la main, fatigué et content de sa journée. Les boutiques, une à une, remontent leurs panneaux de bois. Le marchand de vin chaud sert ses derniers clients. La rumeur de la ville change de nature. Moins de cris, moins d'agitation, plus de voix calmes, de pas tranquilles, de portes qu'on referme pour la nuit. Arrête-toi près d'une fontaine publique, à un carrefour. C'est un bassin de pierre où coule sans cesse une eau claire, par la bouche d'un mascaron sculpté. Les gens viennent y remplir leurs cruches pour la soirée. Une femme est là, justement, qui emplit son récipient en filet d'eau, et échange quelques mots avec une voisine. Deux silhouettes ordinaires, dans la lumière du soir, qui parlent de choses sans importance, du prix du poisson, d'un enfant malade, d'une fête à venir.
tu ne connais pas leur nom. Personne ne les connaîtra jamais. Et pourtant, elles sont là, vivantes, présentes, à puiser de l'eau à cette fontaine, dans la douceur d'un soir de fin d'été. C'est tout, et c'est immense. Car c'est cela, peut-être, le plus émouvant dans ce que tu traverses cette nuit. Non pas les temples et les statues, non pas la richesse des belles demeures, mais ces gestes minuscules, ces vies ordinaires, ce soir paisible où chacun rentre chez soi sans rien craindre. Cette femme à la fontaine ne pense pas à demain. Elle pense au repas qu'elle va préparer. Le boulanger range son four en pensant aux miches du lendemain. Les enfants, repus, vont bientôt s'endormir. Toute la ville se prépare à passer une nuit comme les autres, puis à se réveiller, demain, pour un jour comme les autres. La vie suit son cours, paisible, sûre d'elle-même, pleine d'une confiance sans borne en la solidité du monde. Et c'est là toute la tendresse, et toute la gravité, de cette dernière soirée. Car nous, qui regardons de loin, nous savons. Nous savons ce qu'ils ne savent pas. Nous savons que ce soir si doux est un dernier soir. Mais eux l'ignorent, et c'est leur grâce. Ils vivent leur présent de tout leur être, sans l'ombre d'une crainte. Et il y a quelque chose de précieux, presque de sacré, dans cette innocence. Ils nous rappellent que nous aussi, chaque soir, nous nous endormons sans savoir ce que demain nous réserve, et que c'est sans doute mieux ainsi. La douceur de ce soir-là tient justement à ce qu'il ne sait pas qu'il est le dernier. Le soleil touche maintenant la mer. Le golfe entier s'embrase de rouge et d'or. Au loin, sur l'eau, quelques barques de pêcheurs rentrent au port, leurs voiles dorées par le couchant. La montagne, le Vésuve, se découpe en sombre sur le ciel enflammé, paisible, immuable, couverte de ses vignes. Et la première étoile s'allume au-dessus de la cité qui s'endort. La nuit tombe sur Pompéi. Une à une, les lampes s'allument dans les maisons. De petites flammes d'huile, dans des lampes de terre cuite ou de bronze, qui éclairent les pièces d'une lueur tremblante et chaude. Par les portes entr'ouvertes, par les fenêtres, tu vois ces points de lumière s'allumer à travers toute la ville, comme des étoiles posées sur la terre. Les familles se rassemblent pour le repas du soir. On partage le pain, les olives, le fromage, un peu de vin coupé d'eau, peut-être un plat de légumes ou de poisson. On parle de la journée écoulée, des nouvelles de la ville, des projets du lendemain. Les voix sont basses, paisibles. Dehors, les rues se vident et se taisent. Dans le jardin de la belle maison que tu as visitée, la fontaine murmure toujours, mais seule désormais, dans l'obscurité parfumée. Les fresques se sont éteintes avec le jour, leurs couleurs noyées dans la pénombre. L'eau de l'impluvium reflète un carré de ciel étoilé. Un oiseau de nuit appelle quelque part. La maison repose. Dans les thermes, refroidis, les derniers braises du foyer rougeoient encore sous le dallage, mais les salles sont vides et silencieuses, pleines d'échos endormis. Sur le forum désert, les statues de marbre veillent dans la nuit, blanches sous la lune, immobiles gardiennes d'une place que nul ne traverse plus. Et dans les ruelles aux pavés usés, les graffitis dorment sur les murs, ces milliers de petits mots tracés par des mains vivantes, ces déclarations, ces moqueries, ces noms d'amoureux, qui attendent en silence, sans le savoir, de devenir des messages lancés à travers les siècles. Toute la ville dort, ou se prépare à dormir. Et au-dessus d'elle, le ciel d'Italie déploie ses étoiles, par milliers, dans une nuit tiède et claire de fin d'été. La même voûte d'étoiles que tu peux voir, toi, depuis ton lit. Les mêmes constellations, ou presque, qui tournaient au-dessus de Pompéi cette nuit-là, et qui tournent encore au-dessus de toi maintenant. Le ciel, lui, n'a pas changé. Il a vu cette ville vivre, et il a vu s'éteindre, et il continue de tourner, paisible, indifférent, éternel. C'est ici que nous nous arrêtons. À ce soir-là, à cette nuit-là, à cette ville endormie sous les étoiles, qui respire dans le noir ignorante et paisible. Nous n'irons pas plus loin. Nous laisserons Pompéi dormir son dernier sommeil tranquille, entouré de ses jardins, de ses fontaines, de ses lampes qui s'éteignent une à une. Nous resterons sur cette douceur du dernier soir. Mais avant que tu ne t'endormes à ton tour, laisse-moi te raconter, sans rien d'effrayant, ce que la science a fini par comprendre de cette montagne, et de ce qu'elle a fait, et de ce qu'elle nous a, par là même, offert. Le Vésuve, cette montagne si paisible aux yeux des gens de Pompéi, est un volcan. Et un volcan, c'est une porte ouverte vers les profondeurs brûlantes de la terre.
Car notre planète, sous la mince croûte de roches solides sur laquelle nous marchons, est faite de matière chaude, brûlante, parfois fondue. Plus on descend vers le centre de la Terre, plus il fait chaud. Et par endroits, à des kilomètres sous la surface, la roche est si chaude qu'elle fond en partie, et forme une matière épaisse, visqueuse, incandescente, qu'on appelle le magma. Ce magma, plus léger que la roche solide qui l'entoure, a tendance à monter, à chercher un chemin vers le haut, à s'accumuler dans de vastes poches souterraines, les chambres magmatiques. Sous le Vésuve, il y avait, et il y a toujours, une telle réserve de magma, qui montait peu à peu, sous une pression croissante, depuis bien plus longtemps que les habitants de Pompéi ne pouvaient l'imaginer. Et les petits tremblements que la région ressentait depuis des années, ce grand séisme survenu 17 ans plus tôt, ces sources qui se tarissaient, tout cela, nous le comprenons maintenant, était le langage de cette force souterraine. Le magma qui montait, qui poussait, qui fracturait la roche autour de lui, faisait trembler la terre. Il déformait le sol, modifiait la circulation des eaux profondes, tarissait des sources. C'étaient les signes avant-coureurs, le murmure du volcan qui s'éveillait. Mais ce langage, personne, en l'an 79, ne savait le déchiffrer. Il faudra des siècles d'observation, de patience, de science, pour que l'humanité apprenne enfin à lire ces signes, pour qu'aujourd'hui, des instruments surveillent le Vésuve en permanence, mesurent ses moindres frémissements, écoutent battre le cœur du géant. Les gens de Pompéi, eux, n'avaient que leurs yeux et leur confiance tranquille. Ils ont vécu au pied d'une bombe sans le savoir, comme on vit au bord d'un précipice dans le brouillard. Et l'éruption qui survint fut d'un type si caractéristique, si reconnaissable, que les volcanologues lui ont donné un nom tiré de cette journée même. On l'appelle une éruption plinienne. Et ce nom mérite qu'on s'y arrête, car il porte en lui une belle et émouvante histoire. Il y avait, ce jour-là, de l'autre côté de la baie, à bonne distance de la montagne, un homme remarquable, un savant célèbre dans tout l'Empire, qui commandait la flotte romaine stationnée là. C'était un esprit immense, curieux de tout, auteur d'une œuvre gigantesque où il avait voulu rassembler tout le savoir de son temps sur la nature. On le connaît sous le nom de Pline l'Ancien. Quand il vit, par-delà la baie, une étrange et gigantesque colonne s'élever au-dessus de la montagne, sa curiosité de savant et son devoir de chef le poussèrent à faire voile vers le danger, à la fois pour observer ce phénomène inouï et pour porter secours aux populations. Il s'approcha trop près. Et il y trouva la mort, sur le rivage, au pied de la montagne en furie. Mais il y avait aussi, ce jour-là, un jeune homme, son neveu, âgé d'environ 17 ans, resté en sécurité de l'autre côté de la baie auprès de sa mère. Ce jeune homme deviendra plus tard un écrivain et un personnage important. On le connaît sous le nom de Pline le Jeune. Et bien des années après, on lui demanda de raconter par écrit ce qu'il avait vu de ses propres yeux, ce jour-là, et la mort de son oncle. Il le fit, dans 2 lettres d'une précision et d'une justesse extraordinaires. Et ces 2 lettres sont, aujourd'hui encore, le seul récit de témoin oculaire que nous possédions de la catastrophe. Le seul. Grâce à lui, grâce à ce jeune homme qui sut regarder et décrire avec exactitude, dans 2 simples lettres, nous savons à quoi ressembla ce qui se passa ce jour-là. C'est pourquoi, en hommage à cette description si fidèle, les savants ont donné le nom de plinienne à ce type d'éruption. Le souvenir d'un oncle savant mort par curiosité, et d'un neveu qui sut raconter, vit ainsi, à jamais, dans le vocabulaire de la science. Que se passe-t-il, dans une éruption de ce genre? La pression accumulée dans la chambre magmatique finit par devenir telle que le volcan se débouche d'un coup, comme une bouteille trop secouée. Le magma, libéré, se détend d'un coup, et les gaz dissous en lui se dilatent et le pulvérisent. Il jaillit alors une immense colonne, non pas une coulée de lave rouge comme on l'imagine souvent, mais une colonne verticale de cendres, de pierres et de gaz brûlants, projetée vers le ciel à une hauteur vertigineuse, plusieurs dizaines de kilomètres de haut. C'est cette colonne que Pline le Jeune décrivit, en la comparant à un grand arbre, à un pin parasol, avec son tronc qui montait droit vers le ciel et son sommet qui s'étalait. Une image juste, et que les volcanologues citent encore. Puis cette colonne de cendres et de pierres, Ponce commença à retomber. Sur Pompéi, sous le vent, il se mit à pleuvoir des cendres et de petits cailloux de pierre ponce légère, qui s'accumulèrent peu à peu, heure après heure, recouvrant les toits, emplissant les rues, montant le long des murs.
Beaucoup d'habitants eurent le temps de fuir, durant cette première phase, et quittèrent la ville avec ce qu'ils purent emporter. Mais d'autres restèrent, espérant que cela passerait, ou ne pouvant ou ne voulant pas partir. Et c'est dans un second temps que vint le plus terrible, sur quoi nous ne nous attarderons pas, car cette nuit n'est pas faite pour cela. Disons seulement que la grande colonne, à bout de force, finit par s'effondrer sur elle-même, et qu'il en dévala les pentes de la montagne des vagues de gaz et de cendres brûlantes, denses et véloces, que les volcanologues appellent des coulées pyroclastiques, ou des nuées ardentes. Ce sont elles qui atteignirent et ensevelirent les villes du pied du volcan. Pompéi disparut sous plusieurs mètres de cendres et de pierres. Sa voisine Herculanum, de l'autre côté de la montagne, fut engloutie autrement, sous des coulées qui la scellèrent plus profond encore. D'autres lieux, comme Stabie, où Pline l'Ancien trouva la mort, connurent le même sort. En un jour et une nuit, plusieurs cités florissantes furent effacées de la surface du monde, et ensevelies sous un linceul de cendres. Mais voici le prodige, et c'est sur lui que je veux finir, car il transforme cette tragédie en quelque chose d'autre, de presque miraculeux. Ensevelie sous des mètres de cendres, scellée hors de l'air et du temps, Pompéi ne disparut pas vraiment. Elle s'endormit. La cendre, endurcissant, forma au-dessus de la ville une carapace protectrice, qui la mit à l'abri de tout ce qui, d'ordinaire, ronge et efface les œuvres des hommes. La pluie, le vent, le soleil, les voleurs, le temps lui-même. Les siècles passèrent. La cité fut oubliée. L'herbe poussa sur la cendre durcie, puis des vignes, puis des champs. Les gens, peu à peu, ne surent même plus qu'une ville avait existé là. Pendant près de 1700 ans, Pompéi attendit, intacte, sous sa couverture de cendres, comme une lettre cachetée traversant le temps. Et puis, bien plus tard, on la retrouva. On se mit à creuser. Et l'on découvrit, avec stupeur, une ville entière, figée à l'instant même de sa mort. Pas une ruine usée et dépouillée comme tant d'autres cités antiques, dont il ne reste que des pierres nues. Mais une ville vivante, arrêtée nette, conservée dans ses moindres détails. Les rues avec leurs ornières. Les boutiques avec leurs comptoirs. Les fours des boulangeries, avec parfois le pain encore dedans. Les jarres de vin et d'huile. Les fresques aux couleurs presque intactes, les jardins peints, les mosaïques. Les graffitis sur les murs. Les objets de la vie quotidienne, posés là où on les avait laissés. Une lampe, une bague, un jeu d'enfant, des outils, de la vaisselle. Une cité tout entière, surgie du passé, qui nous montrait, mieux qu'aucun livre, comment vivaient vraiment les Romains ordinaires. Pompéi était devenue une capsule de temps, un instant figé, une fenêtre ouverte sur un jour de l'an 79, sur cette journée, justement, que tu viens de traverser. Et il y eut une découverte plus poignante encore. En creusant, les archéologues remarquèrent que la cendre durcie présentait, par endroits, des cavités, des vides aux formes étranges. Ils comprirent peu à peu ce qu'étaient ces vides. Les corps de ceux qui n'avaient pas fui, ensevelis sous la cendre, s'étaient décomposés avec le temps, ne laissant que leurs os au creux de la cendre devenue dure. Le vide laissé par chaque corps disparu en avait gardé la forme exacte, comme un moule. Alors on eut une idée d'une simplicité géniale, couler du plâtre liquide dans ces cavités, le laisser durcir, puis dégager la cendre autour. Et ce qui apparut bouleversa le monde. La forme exacte des derniers habitants de Pompéi, restituée par le plâtre. Des silhouettes saisies dans leur dernière attitude. Non pas des squelettes, non pas des statues, mais l'empreinte fidèle d'êtres humains réels, rendus à la lumière après 18 siècles. À travers ces moulages, ces gens disparus nous touchent par-delà le temps, avec une intimité qu'aucune autre trace du passé ne nous offre. Pense à cela, dans la douceur de cette nuit. Ces gens dont tu as croisé les semblables tout au long de ta journée, le boulanger au bras blanc de farine, la femme à la fontaine, les enfants qui couraient dans les rues, ces gens nous ont légué, sans le vouloir, sans même pouvoir l'imaginer, le plus précieux des cadeaux. En vivant leur vie ordinaire, puis en étant arrêtés net dans cette vie même, ils nous ont laissé un portrait fidèle de ce qu'était une journée d'il y a près de 2000 ans. Leurs gestes, leurs maisons, leurs repas, leurs mots griffonnés sur les murs, jusqu'à la forme de leur corps. Tout cela, le malheur l'a sauvé de l'oubli, par un étrange retournement. La même cendre qui les a engloutis les a aussi gardés. La catastrophe qui détruisit Pompéi est aussi ce qui la rendit immortelle. Il y a là une étrange et profonde leçon sur le temps,
sur la fragilité, sur ce que nous laissons derrière nous. Tout, dans nos vies, semble destiné à s'effacer. Les jours ordinaires, surtout, ceux où il ne se passe rien, glissent et disparaissent sans laisser de traces. Et pourtant, à Pompéi, c'est justement un jour ordinaire qui s'est trouvé sauvé, conservé, offert à l'avenir. Comme si le temps, parfois, par un caprice cruel et magnifique, choisissait de garder pour toujours non pas les grandes batailles ni les exploits des rois, mais le geste d'une femme puisant de l'eau au crépuscule, et le pain d'un boulanger oublié dans son four. Le Vésuve, lui, est toujours là. Il veille encore sur la baie, paisible en apparence, couvert de villes et d'hommes sur ses pentes comme autrefois. Il dort. Mais nous savons, maintenant, qu'il n'est pas éteint. Nous l'écoutons, nous le surveillons, nous tâchons de comprendre son langage souterrain, pour qu'un jour, peut-être, plus personne ne soit pris par surprise comme le furent les gens de Pompéi. C'est aussi cela que nous ont légué cette ville et ses habitants. La leçon, payée au prix le plus fort, qu'il faut savoir écouter la terre, et que les montagnes les plus douces peuvent abriter les plus grandes forces. Mais cette nuit, laisse tout cela reposer. Laisse Pompéi dormir sous ses étoiles, dans la douceur de son dernier soir, telle que tu l'as connue, vivante, paisible, heureuse, parfumée de pain et de fleurs, ignorante et tranquille. Garde en toi cette image-là, et non l'autre. La ville aux lampes qui s'allument une à une. Le murmure de la fontaine dans le jardin obscur. Les voix basses des familles autour du repas du soir. Les graffitis qui dorment sur les murs tièdes. Le Vésuve sombre et calme sur le ciel étoilé. Et la mer, au loin, qui respire contre les digues, vague après vague, comme elle a toujours fait, comme elle le fait encore. Tu as marché dans une ville disparue, et tu l'as trouvée pleine de vie. Tu as croisé des gens dont nul ne connaît le nom, et tu les as vus heureux. Tu as effleuré, à travers eux, le mystère du temps qui passe et qui, parfois, s'arrête pour mieux nous garder un fragment du monde. Et tu as appris que sous la plus douce des montagnes peut sommeiller un feu, et que la terre, avec une infinie patience, nous apprend à l'écouter. Maintenant, le jour s'est éteint depuis longtemps sur la cité. Les dernières lampes vacillent et s'endorment. La ville entière repose dans la tiédeur de la nuit, sous la grande voûte des étoiles, et tu reposes avec elle. Il n'y a rien à craindre, rien à attendre, rien à faire. Seulement cette douceur, ce silence, cette paix d'un soir d'été qui dure, pour toi, à jamais. Laisse cette ville endormie te bercer. Laisse la nuit de Pompéi devenir ta nuit. Et glisse, à ton tour, dans un sommeil paisible, sous les mêmes étoiles qui veillaient sur elle. Bonne nuit.